That morning I was not yet a vampire, and I saw my last sunrise. I remember it completely, and yet I can't recall any sunrise before it. I watched the whole magnificence of the dawn for the last time as if it were the first. And then I said farewell to sunlight and set out to become what I became. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Une semaine, une œuvre. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que c'est un épisode qui a été déjà préenregistré, mais malheureusement le désert du Nevada en a jugé autrement. Et l'épisode a été effacé, donc vous avez aujourd'hui dans les oreilles une nouvelle version d'un épisode qui a déjà été enregistré. On est toujours en novembre, donc je me suis dit que c'était encore un peu la saison du gothique et de l'épouvante, et donc il fallait encore s'en donner à cœur joie avant le début des fêtes de fin d'année. Donc après l'épisode de Vincent, j'ai décidé de prolonger un tout petit peu la période d'Halloween, et probablement parce qu'il y a quelques semaines de cela, aux États-Unis, j'ai regardé à la télé, je suis tombée sur une nouvelle adaptation d'Interview avec un vampire d'Anne Rice. Alors évidemment, un épisode entier aurait pu être dédié au livre lui-même, ou bien au film de 1994, je crois, film que l'on ne présente plus avec Brad Pitt et Tom Cruise, mais c'est vraiment en regardant la transformation de Claudia dans cette nouvelle adaptation qu'une idée m'est venue, revenir aux premières histoires de vampires avant Anne Rice et même avant Bram Stoker, afin de vraiment pouvoir questionner la figure du vampire originel, autrement dit celle de la vampiresse, aussi appelée ghoul ou succube. Alors du coup cet épisode va me permettre de faire une petite rétrospective sur la figure du vampire en tant qu'entité féminine et de me pencher sur deux œuvres, Oh là là et Carmilla. Donc dans un premier temps, à première vue, et grâce aux extraits mis en première partie d'épisode, vous avez pu remarquer que les exemples convoqués sont purement masculins. Pourtant, le vampire, comme entité féminine, va exister depuis très longtemps, que ce soit dans la culture populaire ou dans l'imaginaire collectif, bien avant même l'écriture de Dracula. Pour certains, l'image archétypale de la vampire est même à rechercher du côté de la mythologie grecque et judéo-chrétienne, avec des figures obsédantes, comme celle de Lilith ou de Lamia. Si Lilith reste relativement connue comme l'image de la première femme, mère des démons, du chaos qu'on va retrouver fréquemment dans la littérature, ou même dans les films, dans les séries, même des séries assez contemporaines, Lamia est peut-être un petit peu moins connue, et donc je vais essayer de vous replonger quelques instants au cœur de ce mythe grec. Lamia, c'est la fille du roi Bélos, elle est princesse de Phrygie, et son histoire est relativement intéressante, pour quelqu'un qui est passionné par la littérature gothique et le lien entre la femme et la folie. Parce qu'elle commence véritablement lorsque Héra, qui est jalouse de la relation de Lamia avec Zeus, à juste titre, va tuer ses enfants en précipitant Lamia dans une folie sans borne. Lamia va se réfugier dans une sorte de grotte à Delphes et elle va reproduire un petit peu ce cycle de violence en enlevant des enfants et en se nourrissant exclusivement de leur sang par vengeance et par désespoir. Donc sans aller jusqu'à vous raconter les détails les plus macabres de ce mythe, il faut juste savoir que le meurtre des enfants transforme petit à petit Lamia en une sorte de démon mi-femme, mi-serpent, qui renvoie donc forcément à toute cette image qu'on aura plus tard du péché originel, avant de transformer Lamia en archétype finalement du vampire comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Le vampirisme trouve donc sa source dans un désir vraiment profond d'échapper à la douleur, en la propageant comme une plaie, en l'acceptant comme une part de soi-même. Mais c'est pourtant la littérature anglaise du 19e et du 20e siècle qui va vraiment réutiliser soudainement la figure antique de la vampire ou de la ghoul. On va penser par exemple au poème de Coleridge comme Christabel, ou encore à celui de Keats. Et tous ces poètes vont transformer la vampire en une femme d'une beauté sans pareille, idée que reprendront rapidement des artistes pré-raphaélites comme Gabriel Rossetti ou John William Waterhouse. Vous pourrez regarder d'ailleurs si vous êtes sur YouTube les tableaux que j'ai joints afin d'avoir peut-être une idée plus précise de ce que représente la figure du vampire à cette époque et celle de cette femme qui est véritablement l'image d'une femme dans un premier temps relativement pure, mais si on regarde vraiment en détail les tableaux, on aperçoit les détails du serpent qui s'enroule autour de la cuisse d'une jeune femme, par exemple dans les tableaux de Waterhouse.
La femme fatale devient donc la très dangereuse combinaison du chaos et de la beauté, un mélange mythologique de transgression qui fait écho finalement à une sorte de société victorienne en éveil. Donc qu'il s'agisse de Lamia comme d'une tueuse de nouveau-nés, de la goule tentatrice aux allures presque saphiques dont on va reparler un petit peu plus tard, ou de la déesse se mirant dans un cours d'eau, la succube représente la figure érotique, magnifiquement perverse de l'ange déchu. Sous le voile de la perfection physique, le vampire est donc l'archétype d'une sexualité féminine révoltante, abusive, mais surtout en parfaite opposition avec l'innocence presque excessive de l'ange victorien. Outre l'Angleterre, on peut d'ailleurs retrouver la figure subversive du vampire dans la littérature allemande, donc je vous conseille par exemple la lecture de La fiancée de Corinthe de Goethe ou Brunhilda, l'héroïne de Ernst Rothbard dans Wake Not the Dead. Maintenant qu'on a fait un petit tour de la figure du vampire, figure relativement antique, et on l'a vu en fait qui revient à une sorte de mythologie de la femme fatale, on va pouvoir s'arrêter sur deux œuvres comme je l'ai dit en tout début d'épisode, donc Oh là là et Carmilla. Donc je suis quasiment certaine qu'un des auteurs d'une de ces œuvres va vous parler. Il s'agit de Robert Louis Stevenson, qui est aussi l'auteur de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou aussi d'ailleurs de L'île au trésor. Et pourtant derrière ces deux romans, qui ont d'ailleurs été écrits pour des enfants, aussi étrange que ça puisse paraître, je parle notamment de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, se cache une œuvre assez méconnue du grand public qui est sortie en 1885 comme histoire de fantôme, et il s'agit de Oh là là. Donc c'est une histoire qui a été relativement oubliée par les lecteurs, qui a été d'ailleurs rejetée par l'auteur en lui-même comme fable à la narration extrêmement compliquée, assez ambiguë, énigmatique et extrêmement sensuelle. Oh là là, c'est donc finalement cette histoire oubliée de tous et qui rappelle pourtant un autre monument de la littérature, le Tour d'écrou, avec des personnages en demi-teinte. Et d'ailleurs, le sort imperceptible qui semble hanter Bly House rappelle étrangement le sortilège qui pèse sur la famille de Oh là là. Que retenir de cette histoire, très brièvement? Simplement, il s'agit du récit d'un jeune soldat britannique blessé à la guerre et qui va trouver refuge au cœur des montagnes afin de se rétablir. Il va y rencontrer Oh là là, l'extraordinaire fille d'une famille d'aristocrates en perdition, dont la mère, d'une façon extrêmement étrange, se prélasse au soleil et est saisie de crises d'apathie profonde. Le narrateur va être rapidement pris au piège du double sortilège de l'attrait et de la répulsion, au cœur d'une villa caressée par le soleil. Entre son amour pour Oh là là, sa relation extrêmement trouble avec son frère Felipe, caractérisée par une vague singulière de domination masochiste. Cela nous rappelle excessivement Dracula de Bram Stoker d'ailleurs, ou la morte amoureuse de Théophile Gautier. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'émergence de cette figure mystérieuse de la femme fatale, une branche tout droit sortie du gothique féminin. Alors que la mère d'Oh là là, une séductrice aux cheveux rouges, rappelle les histoires et les folklores un petit peu centrés autour des figures du vampire d'Europe centrale, la fille, donc Oh là là, va faire écho au portrait de vampires beaucoup plus pré-raphaélite, comme on l'a vu tout à l'heure, à la Gabriele Rossetti, exultant une vague d'opposition, d'un côté une sensualité et un danger flagrant, une attitude excessivement féminine et une voix vaguement masculine de l'autre. Le vampire va redevenir cette figure mythologique de la perversion féminine qu'il faut annihiler par tous les moyens possibles, et si dans Oh là là, le narrateur quitte définitivement la protagoniste après l'avoir vue enlacer une croix dans une sorte de position très christique. D'autres ne ressortent pas indemnes, ou alors en tout cas le font en tuant physiquement l'origine du mal, c'est-à-dire la femme. Ça nous emmène directement vers notre autre œuvre de prédilection aujourd'hui qui est Carmilla. En effet, Carmilla qui est une nouvelle beaucoup plus connue de Sheridan Le Fanu, notamment grâce à toute cette vague finalement de féminisme en littérature qui vont remettre au goût du jour des œuvres comme Carmilla, on peut percevoir la figure de la femme d'une façon encore plus tendancieuse. Et en fait, dans Carmilla, elle va prendre carrément l'apparence d'une jeune fille sublime qui va se glisser le soir dans le lit de la protagoniste, Laura. Donc pour rappel, Carmilla relate l'histoire de Laura, justement, qui est fille unique d'un gentilhomme, isolé au fin fond d'une forêt en Styrie. Un jour, un accident va entraîner l'arrivée inattendue de Carmilla, dont les tendances saphiques et l'amitié très particulière avec Laura vont susciter l'inquiétude grandissante du père. On le comprend. Donc, que finalement faire de cette figure du vampire, qui n'est jamais vraiment décrit comme un vampire, mais en tout cas qui va s'en prendre à différents personnages de l'histoire. Donc, comme défini par Lévi-Strauss ou plus récemment par des chercheurs comme Yves Sidwick,
La toute-puissance féminine devient une façon presque tentaculaire d'usurper l'autorité masculine, tout en la redistribuant aléatoirement dans l'espace du récit, en excluant totalement toute entité masculine. On a affaire à une sorte d'échange implicite et sensuel du pouvoir masculin vers une toute-puissance féminine qui passe nécessairement par le corps de la femme. Donc le corps de celle-ci devient une sorte de véhicule premier des désirs et des fantasmes de la société tout entière. Et en envahissant l'espace homosocial de la sphère masculine, le vampire va donc devenir cette figure du monstre sensuel et anarchique qui va distendre et les liens sociaux, et les liens familiaux et érotiques de la société, puisqu'il va représenter une sorte de dépendance de la femme, obligée de se nourrir du sang des hommes, et donc par métaphore de ce que leur donnent les hommes pour rester en vie. La succube dans Carmilla est donc une forme de parasite monstrueux qui va mettre en éveil les interdits d'une société et propager une peur nouvelle, la contagion d'un pouvoir féminin castrateur. Ce concept renvoie donc à la notion d'éponge psychique, et je ne sais pas si beaucoup en ont entendu parler, mais c'est une notion qui a été établie par Cian McFly afin de décrire l'habilité d'une femme à absorber toute l'énergie intellectuelle et émotionnelle d'un homme afin de se maintenir virtuellement en vie, et donc de là à boire le sang des hommes, il n'y a qu'un pas. On comprend donc finalement pourquoi tous les personnages féminins dans le Fanu finissent tour à tour saisis d'une maladie rare et qui les oblige à repousser les hommes vers la marge du texte jusqu'à les transformer en marionnettes ou en caricatures d'eux-mêmes. Alors, on le sait, en tout cas, on l'a vu plus tard par le biais d'autres récits, d'autres femmes tenteront en littérature de se réapproprier ce rôle hautement désirable de la femme démoniaque. Je pense particulièrement à Lucie dans Dracula. Lucie va être absolument détruite en tant que femme et en tant que menace par tous les personnages masculins de Dracula. Et elle va mettre en lumière par opposition Mina, qui est donc l'autre entité féminine du récit, comme étant l'éternel ange domestique, dont le corps n'est plus le temple d'un désir interdit, lesbien, comme c'est le cas dans Carmilla, et parfois révolutionnaire, mais comme simple vecteur de la dévotion maritale. Dans Carmilla, le vampire finit finalement par être transpercé par un pieu, qui est symbole ancestral de la domination masculine. Mais toutefois, la résurgence de la maladie et la résurrection présumée de Laura comme vampire laissent penser que le fléau de l'indépendance féminine n'est peut-être plus un mythe, mais une réalité ancrée au plus profond de la société victorienne. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous invite d'ailleurs à lire, si vous le pouvez, Carmilla et Olala, qui sont des œuvres relativement courtes et qui, je trouve, sont une bonne façon de se jeter à corps perdu ensuite dans la littérature un petit peu vampirique, qui est relativement toujours d'actualité et qui en dit finalement beaucoup plus qu'on ne le pense sur notre société. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et je vous laisse dans l'attente de notre épisode spécial qui va sortir dans les prochains jours. Merci à tous.